Compte tenu de toutes les données parisiennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autocirculation soit proclamé aujourd'hui. Naturellement, je ferai en sorte aussi que tous les piétons aient à entériner ce choix. Comme il est de l'intérêt de tout le monde, et comme il est de l'intérêt de la France, que la question soit tranchée sans aucune ambiguïté. Et les Parisiens, qui ne pourraient plus se déplacer qu'à pied, tomberaient à coup sûr sous la dictature belliqueuse d'un carteron de marchand de chaussures qui ne manquerait pas d'abuser de la situation. La décolonisation va provoquer, moi, ce que j'ai appelé un vide narratif. Ceux qui produisent, en fait, les récits de la nation française, finalement, vont connaître une certaine crise. C'est-à-dire comment raconter, encore une fois, cette question de la vocation historique de la France qui doit, et qui accomplit, c'est même pas qui doit, qui a accompli le progrès du genre humain, sur toute la planète, dans tout l'univers, avec les décolonisations, avec justement cette rupture-là, qui apparaît vraiment comme une rupture narrative, qui laisse place à un vide, et qui va mettre, en tout cas par rapport à l'Algérie, on le voit bien, beaucoup de temps, une trentaine d'années, presque 40 ans pour la guerre d'Algérie, pour restructurer un récit, un autre récit. Et on voit très clairement que l'État français, et quand je dis l'État français, c'est plutôt vraiment le sommet de l'État. Et en tout cas, du côté de l'État français, et dans ses pratiques commémoratives par exemple, on va avoir en fait un vide, puisqu'on passe aux politiques d'amnistie à partir des 62, dès l'indépendance, et qui va durer jusqu'au début des années 1980. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on raconte en fait, par exemple de la décolonisation et plus directement de la guerre d'Algérie, on ne sait pas. En fait, l'État français ne sait pas comment raconter cet événement historique, et c'est là où on voit effectivement le trouble, en fait. C'est là où on voit la rupture narrative. C'est-à-dire comment finalement intégrer cet épisode dans l'histoire nationale. Et en fait, ce qui va se passer effectivement, c'est une mise en cause du récit national traditionnel classique. C'est une autre configuration narrative. Vivre en France, c'est aussi pouvoir connaître les richesses artistiques françaises. C'est également la tâche que s'est fixée l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Sous la monarchie de Juillet, de grands esprits, Mérimée, Victor Hugo lui-même, qui faisait partie d'une commission, avait déjà tracé les règles d'un inventaire. André Malraux avait l'intention d'établir quelque chose de solide. Il lui a paru qu'il fallait travailler à la fois sur le plan national et sur le plan régional. La tâche est immense, le pays est immensément riche. Tout récemment, un touriste m'a posé une question pertinente, si vous voulez. Il m'a demandé en effet comment se fait-il que, malgré les guerres répétées, malgré tous les tremblements de l'histoire, vous ayez encore tant de richesses artistiques, tant de monuments, et je lui ai répondu, voyez-vous, plus un peuple, plus un pays sont exposés aux coups répétés de l'histoire, plus il a le sens de la conservation. L'inventaire permet de recenser les richesses dans le territoire, du territoire, et de ce fait, montrer que le patrimoine national, c'est l'addition de toutes ces richesses locales.
c'est une manière de concevoir la richesse d'une nation. Parce que ce qui intéresse surtout Malraux quand même, c'est la grandeur nationale et la politique patrimoniale qu'il conduit, elle est bien faite pour distinguer ce qui fait les chefs-d'œuvre, ce qui constitue les chefs-d'œuvre de la France. Le patrimoine comme élément de construction nationale, c'est un élément important. Pour exister, une nation, elle est bornée. Le caractère national s'affirme dans sa singularité, parfois en évoquant sa supériorité. Donc voilà, c'est un peu l'idée de montrer la richesse nationale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un patrimoine qui se décline en patrimoine au pluriel. Et du coup, par exemple, pour la France, on va avoir des patrimoines par région, le patrimoine breton, le patrimoine alsacien, qui vont contribuer à nourrir la richesse nationale. 1964, André Malraux, l'inventaire général. Et c'est bien l'idée que l'État se garde un pouvoir central, que ça soit le local ou le national. Je dirais que ça fait partie du bagage de la politique culturelle, telle que la mettent en place André Malraux et ses équipes. Ça renvoie quand même à une histoire très histoire de la politique française, même si les inventaires généraux, plusieurs pays européens l'ont entrepris avant la France. Cette année 1964, qui est toujours citée comme extrêmement importante, elle est importante si on prend le prisme uniquement français. Ce début des années 60, il est lié aussi au moment où on est en pleine France avec plein de guillemets des 30 glorieuses. C'est une France où on invente de nouveaux quartiers et de ce fait, l'idée, c'est la peur de la disparition. C'est ça aussi l'inventaire général. Hein. Donc, modernisation versus conservation et préservation. Mais ça, c'est lié à l'idée du patrimoine matériel, monumental, exceptionnel. La date de l'inventaire général, elle renvoie à une logique politico-administrative et surtout à une épopée malrussienne, c'est-à-dire en gros à l'importance accordée au ministère des Affaires culturelles imaginé, créé par André Malraux. Bon, on peut y aller quand vous voudrez. La création des écomusées à la fin des années 60 accorde toute son importance aux associations locales, à l'éducation populaire et à tous ceux qui ont succédé aux folkloristes en fait, hein, et qui sont très soucieux de conserver, de collecter, de transmettre des coutumes, des objets locaux. Il y a patrimoine monumental et patrimoine ethnologique. Et la profession d'ethnologue, elle s'est beaucoup construite autour de cette notion de patrimoine local, de patrimoine régional, avec l'idée qu'il fallait collecter, ce qui permettait de comprendre les coutumes, hein, donc beaucoup aussi autour des formes de ruralisme, hein, autour des collectes de costumes, des collectes d'objets, et puis des collectes orales. Ça c'est très important, les enquêtes orales qui se sont beaucoup multipliées dans les années 60 et 70, hein, et qui ont nourri cette notion de patrimoine ethnologique. On va passer dans les années 70 par un décentrement de la nation. Il y a vraiment une mise à l'écart du référent national qui va se produire à travers des éditeurs, ça peut être Maspero, à travers la télévision, à travers l'école, avec des nouveaux programmes et donc les fameuses classes d'éveil qui vont lancer un énorme débat en 79, mais avant 79, donc c'est cette question de classe d'éveil, c'est-à-dire à partir de 72 et puis encore 78, des réformes qui demandent aux instituteurs et institutrices de privilégier l'histoire locale, hein, la dimension locale. Alors, le national ne disparaît pas. Mais c'est classe ouverte ou regardons ce qui se passe à l'extérieur, faisons sortir les enfants et intéressons-nous à l'histoire locale, au local. Bon, tous les mouvements régionalistes, là aussi, vont construire des récits. C'est du festival. Alors aujourd'hui, le plus connu, c'est le Puy du Fou, c'est la fin des 70, mais pour le récit vendéen, mais on a des récits dès le début des années 70 à travers des fêtes, à travers du théâtre populaire en fait, dans différentes provinces de type régionaliste, où on va raconter pas l'histoire nationale, mais l'histoire de la région, alors évidemment qui suit en grande partie l'histoire nationale. Je pense à la Première Guerre mondiale, où il va être question quand même parfois de la Première Guerre mondiale, de ce qui s'est passé dans cette région-là. Mais l'une des particularités de cette reconfiguration du récit national, c'est
une mise à distance du référent national comme celui qui organise le récit, en fait, l'histoire de France. Et deuxième élément, c'est la figure des anonymes qui va apparaître, c'est-à-dire qu'on a un tournant ethnographique qui est très clair du récit national, où ce ne sont plus tant les figures héroïques et les grandes figures qui font la grandeur de la France et qui font donc l'histoire de France, mais les anonymes, mais la figure des anonymes qui sont présentées soit à travers des livres, des témoignages, c'est l'histoire orale aussi, il ne faut pas oublier ça d'un point de vue historiographique, c'est aussi tout l'essor et toute la vague de l'histoire orale, donc à travers les mémoires des uns et des autres, où on va considérer que ce sont ces anonymes qui font la France en fait. C'est le visage de la France va finalement se construire à travers cette vie des anonymes de l'histoire. Et ces premiers temps des années 70, en fait, ces temps de reconfiguration mémorielle, c'est vraiment ce qu'on appelle une histoire par le bas, de façon très classique. Et c'est là aussi où on va voir apparaître autre chose, qui est la dimension du patrimoine et la dimension de la mémoire. Donc tout ça se fait dans le post-68, si on peut dire. Mais le post-68, en fait, commence au milieu des années 60. C'est toujours un peu le même écart. C'est la même chose pour ceux qui travaillent sur mai 68. On sait très bien que mai 68 commence avant mai 68 et continue après. Donc, dans les structurations sociales, dans les phénomènes culturels, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui déjà évolue auparavant. Et bien, c'est la même chose, exactement la même chose pour le récit national, où on a par exemple des traces de remise en cause à l'école dans le discours des instituteurs et des institutrices, remise en cause de cette transmission de l'histoire par les grandes figures, où ils considèrent qu'en fait ça n'a plus lieu d'être et qu'on est vraiment dans du nationalisme et qu'il faut passer à autre chose. Donc c'est toute cette mise en cause-là. Et que finalement la décolonisation apporte aussi à travers la faillite narrative de cette histoire glorieuse de la grande nation qui fait le bien-être partout. La décolonisation marque justement l'arrêt de cet imaginaire-là. Alors, quand je dis marque l'arrêt de cet imaginaire-là, justement, on voit jusqu'à aujourd'hui qu'il n'est pas tout à fait terminé. Qu'il y a aussi des retours de cet imaginaire-là, mais en tout cas, d'un point de vue narratif, l'État ne peut plus prendre en charge ce récit national traditionnel, et l'école hésite entre abandonner en fait ce récit traditionnel, mais pourquoi faire d'autre? Donc il y a une sorte de continuité et en même temps de transformation de l'histoire locale, l'histoire nationale au niveau de l'école. Baissez les mains. Pas de pitié. Avis contraire. Pas d'avis contraire. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention non plus. Alors, camarades, C'est clair. Usinor, en 6 mois, a fait 80 milliards de bénéfices, ce qui fait 2,5 millions par ouvrier. Et à vous, on vous donne 80 centimes par jour. En 1955, je me trouvais au congrès de Rome, au congrès des sciences historiques à Rome, et Jean Métron était là. Et Jean Métron présentait à Rome les conclusions de sa thèse, et c'était Ernest Labrousse qui l'avait en quelque sorte introduit dans ce lieu un peu académique, il faut bien reconnaître, mais qui était quand même en plein renouvellement. Il faut dire que Ernest Labrousse, grand professeur de la Sorbonne, qui a eu une énorme influence sur tout ça, poussait tous ses élèves vers ces institutions. Il disait il faut aller dans les sociétés savantes, aller dans les congrès, parce qu'il y avait un peu chez Labrousse l'idée de porter la bonne parole de l'histoire économique et sociale. Et c'est ici qu'il est intéressant d'évoquer Ernest Labrousse. Sa figure plane autour de toutes ces institutions et notamment autour de la naissance du dictionnaire de Jean Métron. Alors Ernest Labrousse était un économiste et un juriste. Et il a pénétré en histoire, d'ailleurs sans être reconnu comme tellement légitime au point de départ, en introduisant l'économie et d'une certaine manière aussi la sociologie dans l'étude de l'histoire. Il a été le grand maître de l'histoire économique et sociale. Et l'histoire de Labrousse est une histoire qui insiste sur les structures
sociales et les conjonctures économiques. Les deux grands mots, c'était structure et conjoncture. Et la méthode, c'était d'un côté la recherche acharnée des archives, et d'autre part, Labrousse, c'était le quantitatif. Pour lui, ce qui était important, c'était de faire des études quantitatives fondées sur beaucoup de sources, faire des courbes, calculer des coefficients de corrélation, etc., etc. Il y avait toute cette idée d'une histoire économique et sociale scientifique, en quelque sorte. Mais cette histoire économique et sociale scientifique, n'oubliez pas les acteurs. Et de ce point de vue-là, Labrousse a fait un bon accueil à Métron quand Métron lui a parlé du dictionnaire au milieu des années 50. Et ensuite, pour ma part, je me suis retrouvée assistante de Labrousse à l'Institut d'histoire économique et sociale. C'est comme ça que je l'ai rencontré davantage, parlé avec lui davantage. Et Labrousse conseillait, au fond, de faire peut-être un colloque, trouver un thème. Et en discutant, on a pensé que le thème du militant serait très important, parce que ça permettrait d'aborder la question des sources pour l'étude du militant, et en même temps d'aller... De prendre déjà le dictionnaire, enfin comme un instrument de recherche qui allait évidemment se continuer. Alors ça, c'est tout le côté, je dirais, Labrousse, Sorbonne. Quelque temps après, Labrousse va trouver, avec l'appui de Renouvin d'ailleurs, un poste pour Jean Métron, un poste permanent, qui va bientôt être ce qu'on appellera plus tard le centre Malher, enfin le centre d'histoire sociale et du syndicalisme. Mais ce n'est pas encore le cas, ça n'existait pas encore. Alors, l'autre côté, à la fois pour toutes ces choses, et aussi pour ma rencontre personnelle avec Métron, c'est l'Institut français d'histoire sociale. Alors l'Institut français d'histoire sociale avait été fondé après la guerre par des gens comme Georges Bourgin. Alors Georges Bourgin est un spécialiste de la Commune, et en même temps, il avait été nommé directeur des archives nationales. Et autour de lui, il y avait, on peut dire, la première génération de l'histoire du mouvement ouvrier, des gens comme Doléan, Édouard Doléan, Georges Duvaux, qui avait écrit un livre qui était déjà pour nous un livre canon en quelque sorte, sur la vie ouvrière sous le Second Empire. Un très beau livre qui demeure, à mon sens, un classique. Ça, c'était plutôt le côté un petit peu universitaire, si on peut dire, socialiste aussi. Et Labrousse, il ne faut pas l'oublier, était lui-même socialiste. Et c'était une mouvance à la fois politique et universitaire. Et puis d'autre part, Jean Métron, avec l'anarchisme, et avec tous les amis de Jean Métron. Alors parmi les amis de Jean Métron, il y avait des gens qui venaient, mais de très loin dans le mouvement ouvrier. Par exemple, Pierre Monat. Pierre Monat qui représentait le syndicalisme d'action directe, donc qui était vraiment, on pourrait presque dire d'avant 14, par l'héritage du point de vue du mouvement ouvrier. Alors Pierre Monat, il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait des gens qui étaient très branchés sur les coopératives. Il y avait un représentant, je me souviens, des coopératives. Il y avait toutes sortes de gens, déjà d'un certain âge, qui représentaient une tradition presque d'avant-guerre, presque de l'avant-première guerre du mouvement ouvrier, et qui avaient, entre les deux guerres, continué à réfléchir, à agir. C'était des militants, c'était des gens qui étaient tout à fait engagés. D'ailleurs, il y avait une petite revue qui a précédé le mouvement social, qui lui a servi en quelque sorte de matrice, c'est l'actualité de l'histoire. L'actualité de l'histoire était un petit bulletin, et moi, une des premières communications que j'ai faites de ma vie, je peux dire, c'est là. J'avais fait une communication sur l'égalité de Jules Guesde. À ce moment-là, j'étais très emballé
par l'égalité de Jules Guesde. Par la suite, j'ai pris un peu mes distances avec Jules Guesde, que j'ai trouvé beaucoup trop sectaire par rapport à Jaurès. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais l'égalité de Jules Guesde était quand même un journal extrêmement intéressant. Alors je l'avais regardé, dépouillé, et ensuite ça a été publié dans l'actualité de l'histoire. Donc il y avait tout ça, et l'idée de Labrousse et de Métron, c'était de changer les choses, hein, c'est-à-dire de faire advenir l'histoire ouvrière au niveau universitaire. Labrousse disait « La classe ouvrière a droit à son histoire bataille ». Et Métron, lui, c'était toute la base, en somme, qui avait fait le mouvement ouvrier. Mais cette histoire bataille, elle doit être une histoire scientifique, sérieuse, fondée sur les archives, irréprochable, pas sujette à l'idéologie. Il y avait, de la part de Labrousse et comme de Métron, beaucoup de recul et de défiance par rapport à une histoire hagiographique. Ils ne voulaient pas que ce soit une histoire sainte qui aurait exclu certains et mis d'autres en épingle. Il y avait quand même beaucoup de distance par rapport à ça, et notamment par ce qu'aurait pu... Il y avait des conflits avec le Parti communiste, ça c'est clair, même si des gens du Parti communiste étaient présents dans ces instances. Par exemple, Claude Villard. Claude Villard a toujours été dans les différentes instances du mouvement social, dans les réunions, dans les colloques, et Claude Villard a toujours été un militant tout à fait orthodoxe du Parti communiste, avec une grande thèse très intéressante sur les guédistes. Voilà, donc c'est un milieu très composite, très effervescent, très enthousiaste. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il y avait énormément d'enthousiasme de la part de Métron, et il y avait aussi beaucoup d'enthousiasme de la part des jeunes que nous étions à l'époque, parce qu'on était jeunes à cette époque-là, on commençait nos thèses, on commençait tout juste le travail de thèse, et cette espèce de chantier, comme on disait à l'époque encore, nous enthousiasmait beaucoup, parce que c'était l'idée que nous pouvions faire un travail universitaire, sérieux, scientifique, solide, et qui en même temps servait, entre guillemets, la classe ouvrière, car on était tous, on pensait que la classe ouvrière était l'avenir du monde, ça, il n'y a pas de doute, et à ce moment-là, on était même assez séduits par le Parti communiste, même si ensuite, la plupart d'entre nous avons pris évidemment nos distances. Mais il y avait une espèce de ferveur et de grande intensité. Ce qui est très net, c'est que la France de 1968 n'est pas le Pétrograd de 1917, que le niveau politique est beaucoup plus élevé, que les moyens d'information de masse te permettent des charnières, des courroies de transmission vers les masses qui sont tout à fait nouveaux. Lénine ne disposait pas de la radio, il ne disposait pas des reportages en direct. La science, la société et la science... Attendez, merdera. Enfin, écoutez, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays, ça veut dire quelque chose, nom de Dieu. Et par rapport à... Là, on s'y charge. Vous avez tort, On te suivra sur les leçons d'artillerie, mais plus sur l'utilisation de l'ORTF. Mais je te parle pas de l'utilisation. Qui te parle de l'utilisation de l'ORTF? On va dénoncer, en fait, les institutions nationales dans leur pouvoir de mentir et d'occulter. Et donc c'est toute mais 68 aussi, c'est toute la critique, par exemple, portée à l'encontre des médias, contrôlés par le pouvoir, où on considère qu'effectivement on a des instruments nationaux qui ne sont pas au service de la vérité, voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, ça va se répercuter aussi sur l'histoire française. Et en fait, la décolonisation quand même participe à ça, mais l'objet historique n'est pas celui de la décolonisation, mais la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est évidemment Vichy. Et donc c'est de considérer qu'en fait, la France n'a pas été aussi résistante que ça. Vouloir discuter sur les chiffres, c'est faire des comptes d'épicier dans un domaine où c'est inadmissible. Le fait qu'un gouvernement français ait accepté de livrer des nationaux français et même des ressortissants qu'il avait à protéger, reniant le droit d'asile traditionnel de la France, prouve que ce n'était pas un gouvernement digne de porter l'étiquette française et ce que nous aimons dans cette patrie et dans la France. La France a collaboré, c'est le seul pays d'Europe qui a un gouvernement
qui ait collaboré. D'autres ont signé des armistices, ont capitulé en race campagne. C'est le seul pays d'Europe qui a un gouvernement qui ait collaboré, qui ait instauré des lois qui, sur le plan raciste, allaient plus loin que les lois de Nuremberg, puisque les critères racistes français étaient encore plus exigeants que les critères racistes allemands. Et c'est donc pas une très belle page. Alors il est peut-être normal que dans les manuels scolaires on ne présente que la page glorieuse, mais du point de vue historique c'est certainement faux. On est au début des années 70, donc il y a toute cette remise en cause d'une histoire non seulement coloniale, glorieuse, mais aussi résistante et donc héroïque. Mais 68 marque ça, cette remise en cause de l'autorité, on va dire, mais de l'autorité dans ce sens d'un écrasement et du récit officiel. Il y a vraiment des dénonciations d'une histoire officielle à cette époque-là. C'est vraiment, on ne veut plus entendre parler de l'histoire officielle, ça suffit, on veut connaître la vérité. Alors, un élément nouveau à prendre en compte, cette exigence de vérité qui continue, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et pas simplement de la part de la discipline des historiennes et des historiens, mais la part de, alors on va dire l'opinion publique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, une attention portée quand même à la vérité historique, où on n'a pas envie d'entendre des fariboles, d'entendre des romans, quelque chose de romancé, mais on veut connaître et on veut savoir la vérité historique. Et les médias jouent un rôle très important. Les médias jouent un rôle très important sur cette quête de la vérité, avec des reportages, avec des enquêtes sur, tiens, qu'est-ce qui s'est passé finalement à Vichy. Quand j'ai travaillé sur le Veldiv, c'est très clair, en 72, pour les 30 ans, pour le 30e anniversaire, on a un reportage sur une chaîne de télé au journal télévisé de 7-8 minutes sur la rafle du Veldiv, et donc avec des témoignages, on va voir des témoins, on retrouve des témoins qui ont vécu cette période, on dit alors racontez-nous, et donc on est, ça y est, dans le début du témoignage, et le témoignage on va considérer que le témoignage porte une parole beaucoup plus vraie que n'importe quel livre d'histoire, de manuel d'histoire à l'école, donc il y a vraiment cette dimension-là. En plus, on considère que l'histoire locale a été étouffée par l'État centralisateur. Il y a aussi toute cette dimension dont on n'a pas parlé tout à l'heure de post-mai 68 autour de la décentralisation, qui va donner les lois de décentralisation du début du mandat Mitterrand. Mais on a toute cette dimension-là de considérer que l'État officiel parisien a occulté les particularismes locaux, les a étouffés, notamment dans leur histoire en fait, et notamment dans leur mémoire. Et là, les historiens prennent une part. Vous avez Joutard, évidemment, sur la mémoire des Cévenols, des protestants, mais vous en avez d'autres, le roi Ladurie, Montaillou, énorme succès évidemment, on est en 1975. Donc les historiens prennent une part à cette reconfiguration-là, à travers l'attention portée sur l'histoire orale, les mémoires locales, prenant en compte justement l'histoire d'anonymes, ça c'est très clair. Et là, on est au milieu des années 70. Bon, il y a vraiment une vogue de ça. Et politiquement, pour revenir à la dimension politique, il y a toute une coloration politique plutôt tournée vers la gauche, ça c'est très clair. Simone de Beauvoir, quand vous avez sorti le deuxième sexe en 49, il n'y avait pas de mouvement de femmes, on parlait plus de féminisme, il n'y avait rien. Vous étiez relativement seul. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Oh, il s'est passé une grande levée du bouclier contre moi d'abord. Bien sûr, il y a eu quelques hommes qui m'ont soutenu, dont j'étais sûre d'ailleurs du soutien, c'est-à-dire Sartre, Merleau-Ponty, Francis Janson, quelques autres amis qui étaient tout à fait d'accord avec le livre. Mais j'ai eu quand même de grosses surprises, parce que quelqu'un comme Camus, par exemple, que je ne pensais pas du tout machiste, en fait, peut-être du fait qu'il est méditerranéen ou je ne sais quoi, a été furieux. Et il a dit que j'avais ridiculisé le mal français. Et puis, il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau-frère de Merleau-Ponty, et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables, en disant que j'étais humiliée d'être une femme, et qu'alors je voulais, à cause de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants, parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. Je vais voir la brousse pour le fameux mémoire de maîtrise. C'était un peu comme le master d'aujourd'hui. Ça a duré une année quand même. Ils me disent « Qu'est-ce que vous voulez faire, mademoiselle ?»
hein, très gentiment. Oh, je lui dis, monsieur, je ferais bien quelque chose sur le féminisme. Oh, il me dit, mademoiselle, vous voulez vraiment faire quelque chose de très actuel? Non, non, vous ne ferez pas carrière avec ça, me dit-il. Non, non, non. Et il me propose à ce moment-là de travailler sur le mouvement ouvrier et ce qu'on appelait les coalitions. Pour le 19e siècle, le mot grève était peu employé, on disait coalition. Vous devriez travailler sur les coalitions de la monarchie de Juillet. Eh bien, très bien. Et en vérité, ça me convenait très bien. Travailler sur la classe ouvrière me paraissait important. C'était une manière de la rejoindre. D'abord, elle était absente. On n'en parlait pas. Hein. De même que pendant longtemps on n'a pas parlé des femmes, on ne parlait pas des ouvriers, on parlait des paysans, on parlait de toutes sortes de choses, mais le monde d'Ancien Régime était quand même la dominante un petit peu des enseignements. Donc le monde industriel, le monde ouvrier, c'est la brousse qui l'a amené en quelque sorte. Hein. Et c'est pour ça que c'était évidemment moderne. Donc il y avait tout à faire. Quand on regarde, on relit le numéro du mouvement social sur le premier colloque sur le militant ouvrier, on parle guère que des hommes. J'ai relu ce numéro pour notre entretien. Ben oui, on emploie toujours le masculin, on parle très peu des femmes. Et à la vérité, ni les femmes présentes, elles aussi, elles parlent au masculin. Ce colloque est en 1960. Et le premier numéro du mouvement social, le colloque sur le militant ouvrier, est en 1961. C'était surtout Métron, moi et Claude Villard qui avions beaucoup organisé le colloque. Il y a des interventions, notamment de Roland Trempé, très intéressant. Roland Trempé, à ce moment-là, est en train de préparer sa thèse sur les mineurs de Carmaux. La grande thèse de Roland Trempé, qui a été soutenue en 1971, si je ne me trompe, est publiée à peu près au même moment sur les mineurs de Carmaux, qui est un travail remarquable et qui fait de Roland Trempé véritablement une pionnière de l'histoire sociale. Le comité de rédaction du mouvement social s'est élargi. Madeleine Robériou, Roland Trempé, Annick Riegel à cette époque-là sont venus avec d'autres. Non seulement il a fallu l'arrivée des femmes, mais il a fallu l'arrivée du féminisme, les années 70, pour que les femmes elles-mêmes pensent véritablement en termes féministes. Ça, je crois que c'est très très important. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». On pourrait ajouter « On ne naît pas féministe ». On le devient. Et nous avons été un peu comme toutes les femmes de ce point de vue-là. Alors, Madeleine Guilbert, qui a été une sociologue, décédée depuis longtemps, mais une des premières à s'intéresser aux femmes dans le syndicalisme, Madeleine Guilbert avait publié dès 1967 un livre sur les femmes et le syndicalisme avant 1914. Livre formidable, dont je m'étais personnellement beaucoup servi pour mes propres recherches. Rolande, peut-être que le féminisme au départ, elle le vivait en tant que femme, elle le vivait comme ça. Et puis quand 68 et 70, enfin ces années où on voit vraiment émerger le féminisme, le renouveau du féminisme, elle l'a tout de suite adhéré. Elle est tout de suite entrée dans le féminisme, elle a développé le féminisme, les études sur les femmes à l'université de Toulouse, avec notamment une femme décédée trop jeune qui s'appelait Marie-France Brive et qui a été quelqu'un de extrêmement intéressant. Alors, Roland Trempé, grande figure. Elle a toujours continué à travailler sur le mouvement ouvrier, sur les mineurs et sur la résistance. Elle a fait beaucoup de choses sur la résistance dans la région toulousaine, avec un travail biographique sur les militants de la région, et sur les femmes dans la résistance, les femmes de mineurs, voilà. Bonsoir à tous.
Un programme commun des femmes, une nouvelle déléguée à la condition féminine, 2 ou 3 nouveaux mensuels féministes, et puis des livres, beaucoup de livres sur la femme, sur la vie des femmes, sur l'avenir des femmes. Femmes en mouvement, femmes en détresse, femmes en colère, femmes en attente. Femmes, si nombreuses, très nombreuses, à la devanture des librairies. Avec 2 amis, Pauline Schmitt, Fabienne Bock, je leur dis un jour, mais écoutez, on milite pour les femmes, mais est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire un enseignement sur les femmes? J'étais à Paris 7, et ben on a discuté, et puis on a dit oui, voilà, on va lancer un cours, mais on en était si peu sûrs, qu'on avait intitulé notre cours « Les femmes ont-elles une histoire ?» Et comme on n'avait rien, comme on n'avait pas de manuel, on n'avait pas, c'est nous qui les avons fait après, on a fait appel à des sociologues, je pense à André Michel, et à des historiens. Par exemple, on demandait à Jacques Le Goff ou à Emmanuel Leroy-Ladurie, qu'est-ce que vous voyez sur les femmes dans les choses que vous avez étudiées? Bon, très gentiment, même s'ils n'y avaient pas tellement pensé avant, ils venaient nous en parler. Autrement dit, le cours lui-même a été plutôt bien accueilli. Et puis après, on a développé des recherches, etc., etc. Et quand on a voulu, alors là, développer des recherches plus importantes, il y a eu une certaine réticence. Je dirais, il y a eu un peu de condescendance. Voilà. Je me souviens encore d'un collègue, charmant d'ailleurs, qui me disait « Mais Michel Perrault, vous avez fait des choses très bien sur les ouvriers. » Comme si j'allais déchoir, comme si j'étais passé d'un sujet intéressant, vraiment viril, dans le fond, à quelque chose qui était vraiment sans grand intérêt. Salam alaikum. Bonjour. Vous êtes pas mal ici, là. Il y a longtemps que vous travaillez en France? Ah, vous savez, vous avez rien à craindre. Si vous n'avez rien fait avec moi, faut pas avoir peur de parler. C'est du thé à la menthe? Non, ça sent bon. Alors, il y a combien de temps qu'ils sont en France? 5 ans. Ils sont tous du même village, de Mchoumesh. C'est un bled dans le sud des Aurès. Quand ils sont arrivés ici, ils parlaient pas un mot de français. Et vous êtes bien payé? Au même tarif que les Français. Et il y a beaucoup de Français qui travaillent avec vous? C'est-à-dire que, à ce tarif-là, vous voyez, il faut bien dire qu'il n'y en a pas tellement. Oui, évidemment. Bon, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. En 1973, on est en pleine crise économique, crise du pétrole, et il y a un mouvement xénophobe anti-algérien qui se manifeste après un incident donc à Marseille où un chauffeur de bus a été tué par un Algérien qui relevait de l'hôpital psychiatrique, on pourrait dire. Et du coup, ça a déclenché, dans un climat qui était assez hostile aux pays arabes à cause de l'augmentation du prix du pétrole, ça a déclenché un mouvement anti-algérien, anti-arabe. Et il y a eu toute une série d'assassinats, en particulier dans le sud, autour de la région de Marseille. Il y a eu un attentat contre le consulat algérien, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements violents, qui sont après calmés, mais ça démarrait, on peut dire, à partir de là, tout un mouvement anti-immigration que l'on connaît encore aujourd'hui, anti-musulman et anti-immigration d'abord, anti-immigrés, anti-arabes, puis, à partir de 83-84, anti-musulman. La xénophobie, on peut dire, le racisme qu'on a aujourd'hui, et ça fait partie de cette histoire-là qui est un peu alors... démarrer est un bien grand mot, parce qu'il y avait tout le poids caché, occulté de la guerre d'Algérie et des traces que ça avait laissées justement dans un certain nombre de familles, puisqu'il y a eu quand même 1 million de familles qui ont été touchées à un moment quelconque par la perte de soldats ou soldats blessés ou soldats bien abîmés par la guerre d'Algérie, quoi. Donc tout ça, cette histoire-là qui est progressivement revenue sur le tapis, mais c'est 73 qu'il a fait sortir publiquement. Si
Si l'on voulait avoir l'espoir que ce qui s'était passé, la guerre de 1870 déjà, toutes ces guerres qu'il y a eu en Europe, qui ont dévasté le monde, la baisse de la natalité en France, enfin la chute démographique de la France qui était à la fin du XVIIIe le pays d'Europe le plus peuplé, et aussi économiquement très puissant relativement. Ce sont les campagnes napoléoniennes, c'est les pertes en vie humaine que ça représentait. On a retrouvé, je crois récemment, les carnets d'un soldat mort sur les routes pendant la campagne au retour de la campagne de Russie. Ça a été l'horreur, tous les récits qu'on a, l'horreur. Et combien de batailles, combien de... les Allemands, ils en parlent encore, du sac du Palatinat, les horreurs commises par les Français, la destruction d'Heidelberg. Quand on y va, on ne vous parle que de ça. Je vais souvent à Aix-la-Chapelle pour le prix Charlemagne que j'ai reçu en 1980 ou 81, qui est un grand prix européen. Et j'y vais en voiture. Alors on a l'impression qu'on ne traverse que des champs de bataille. Toutes les localités, je ne parle pas de Waterloo, où une fois je me suis arrêtée parce que c'est sur l'autoroute tout près de Bruxelles, mais sans ça, tous les noms qu'on voit sur la route, ce sont les champs de bataille. C'est effrayant. Et dans d'autres régions, quand on va vers l'Est, on est aussi impressionné quand on va dans l'Aisne, par exemple, et que là aussi, passe par le chemin des Dames, qu'on arrive à Laon. Vers la Somme, c'est la même chose. C'est effrayant. C'est effrayant. La Normandie, je n'en parle pas. Ça revenait tous les 20 ans, pratiquement. Et encore, il y a eu des périodes de l'histoire de l'Europe où c'était beaucoup plus. Et quand on pense au nombre de gens, je parle des juifs et des non-juifs, qui ont eu 40, 50 personnes de leur famille massacrées, qui ont tout perdu, on se dit, mais forcément, ça va revenir. Alors je trouve que cette volonté d'une poignée d'hommes au départ, mais ensuite soutenue par des partis, soutenue par des mouvements, de dire on va se réconcilier, on va faire quelque chose ensemble, c'est pour moi la grande aventure du XXe siècle. On cite toujours la disparition en 1975 que Giscard décide du 8 mai. Comme journée de commémoration. Pourquoi il supprime le 8 mai comme jour férié? Parce qu'il considère qu'on est dans des rivalités franco-allemandes qui n'ont plus lieu d'être. Pour Giscard, on n'a plus du tout à célébrer la victoire sur l'Allemagne. L'Allemagne est devenue un partenaire incontournable, justement, de la construction européenne. Donc pourquoi finalement célébrer une victoire contre l'Allemagne qui n'est absolument plus un ennemi, mais au contraire un partenaire? Donc on est sur cette dimension-là, d'un nouveau récit plutôt supranational, plutôt moderne, qui tourne un peu le dos à des commémorations. Giscard, en fait, met en place un récit européen. Donc lui, il est plutôt sur une dimension supranationale, un dépassement. C'est pas un décentrement vers le local et le régionalisme, mais lui, c'est plutôt dans une dimension européenne. Mais un dépassement du récit national. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin. La gauche, là, à travers notamment le Parti socialiste et Mitterrand, et on est à la fin des années 70, va prendre en fait une thématique autour de l'identité nationale. Donc ça c'est le travail de Vincent Martini qui a travaillé là-dessus, qui a mis ça en avant. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que le thème de l'identité nationale est plutôt de droite, voire d'extrême droite, et en fait on s'aperçoit qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est le Parti socialiste qui prend ce thème-là à bras-le-corps en disant là la nation est en train de se perdre, notamment à travers la perte de sa mémoire. Donc il y a tout un discours autour de la France est en train de perdre sa mémoire, il faut reconstituer, il faut recréer de la mémoire nationale, ce que rapidement on va appeler la mémoire collective au début des années 80. C'est un nouveau terme qui apparaît à ce moment-là aussi, dans le langage politique. Et ça, c'est contre Giscard, c'est-à-dire de considérer que Giscard nous amène vers le libéralisme à l'américaine, vers la marchandisation et l'américanisation autour des biens matériels. Et que, en fait, il fait fi de cette tradition française qui repose aussi sur son histoire.
Donc le discours de Mitterrand est de dire, nous, on va rétablir le 8 mai comme jour férié, et on va retisser un fil entre les Français et leur histoire. Et leur histoire et leur mémoire, parce que on voit bien que le terme de mémoire apparaît de plus en plus, et donc on va de plus en plus parler de la mémoire et de moins en moins d'histoire à ce moment-là. Et donc ça donne 1981 avec la cérémonie d'investiture au Panthéon, qui est filmée par Moatti, et donc les Français regardent sur leur écran, et donc où c'est un geste vraiment très préparé, enfin très pensé en amont, on sait bien, mais qui signifie ça. Sur les affiches de campagne de Mitterrand, où on voit le clocher à côté de son profil, le clocher du village, c'est vraiment justement l'idée de sauvegarder un patrimoine qui est en train de se perdre. Donc on est aussi sur cette dimension patrimoniale où finalement la France est en train de perdre son âme à travers la disparition des clochers, et à travers l'urbanisation et la marchandisation et le changement vers une société beaucoup plus à la fois libérale, de consommation, de biens matériels, etc. Un discours sur la mémoire, sur l'histoire, sur la mémoire, sur le récit national, finalement, autour de la sauvegarde de l'identité nationale. Et en même temps, à droite, donc c'est ça qui est intéressant aussi, avec 79, donc le Figaro littéraire qui fait sa une sur parents, on n'apprend plus l'histoire de France à vos enfants. Donc on a tout un discours complètement alarmiste sur le fait qu'on n'apprend plus l'histoire de France, qu'elle est en train de disparaître, et que du coup, on a une génération qui est en train d'apparaître sans mémoire et qui finalement amène à la perte de l'identité nationale. Donc là aussi il y a un discours sur l'identité nationale, et en fait les deux se rejoignent étonnamment fin 70 début 80 entre Parti socialiste et le discours alarmiste de la droite, pour dire que là, d'une certaine droite qui n'est pas giscardienne mais plutôt gaulliste, comme Debré par exemple, qui va déposer une proposition de loi pour justement le retour de l'enseignement de l'histoire à l'école. On est en 80, et donc il y a une conjonction des deux pour dire non mais là il y a quelque chose qui est en train de se perdre, c'est grave, ça met en péril notre identité, donc c'est le thème de l'identité qui apparaît et on n'en sortira pas jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est voilà, donc c'est là que ça apparaît. Et donc le récit national est investi d'un nouvel enjeu, perpétuer la grandeur de la France, mais doit assurer l'identité nationale menacée d'une certaine perte, en fait, d'un certain effacement. En France, on pourrait dire qu'on a absolument, en dehors des services d'archives qui sont finalement les services qui relèvent maintenant de la direction générale du patrimoine, soit les archives départementales, les archives municipales ou archives nationales, qui sont les plus ouverts à quelque chose de non artistique, parce que d'abord ils collectent des papiers administratifs ou des... Bon. Donc dans ce domaine-là, on a des archives orales, mais souvent c'est lié à des campagnes spécifiques, mais il n'y a pas d'institution ou de service qui s'est créé dédié à la mémoire orale en France. Ça n'existe pas. Et c'est certainement pas l'INA qui fait ça, puisque l'INA, par définition, c'est d'abord et avant tout les archives de la télé, et bien que l'INA ait énormément de moyens, l'INA ne récupère évidemment des archives sonores diverses et variées, mais il n'y a pas de grands... Oui, il n'y a pas d'archives orales en France, de la même façon qu'il n'y a pas d'archives photographiques. La photo, c'est le domaine de l'art. Alors si, au musée d'Orsay, à la BN, il va y avoir des choses liées à la mémoire photographique comme art. Mais là, l'archive photographique ordinaire... Voilà, alors si dans les services d'archives, il va toujours y avoir des départements photos, des trucs qui vont être récupérés de ci, de là. Bon, il n'y a pas de politique du patrimoine photographique commun, banal, ou au contraire, voilà, on n'a même pas véritablement voilà, il y a des musées techniques de la photographie, mais il n'y a pas de, voilà, de la même façon qu'il n'y a pas véritablement de mémoire patrimoniale du son. Enfin, je crois pas, hein, enfin je ne crois pas, je me trompe peut-être, mais ça passe toujours par l'art, la création. Mais quand c'est de pur enregistrement de quelque chose, c'est
Ça c'est quand même un vrai verrou, je veux dire. C'est quand même un vrai verrou. Et qui est aussi très intéressant, un vrai verrou entre ce que l'art produit au quotidien comme enregistrement sublimé de la réalité, parce que c'est après tout sa fonction historique. Je veux dire, la peinture, c'est d'abord et avant tout de la mémoire, hein. Je veux dire, voilà, c'est scène de bataille, c'est bon, évidemment tout ça est de la même façon que l'architecture, les monuments, c'est donc c'est une des fonctions de l'art, bien entendu, de prendre en charge le présent successif et de le sublimer en un passé, mais témoigner d'un présent. Donc la création, c'est son principe, finalement, elle manifeste un présent, mais il y a quand même cette idée que c'est la forme privilégiée, qu'elle doit être prioritaire, que la mémoire de l'art, finalement, est la mémoire matérielle prioritaire. Voilà. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant sur les supports contemporains, voilà, parce que on accordera toujours plus d'importance y compris sur des patrimoines dits ordinaires, si un artiste est passé par là, si un artiste a regardé par là, a laissé une marque. Voilà, ce sera toujours un argument pour favoriser le classement, la protection, le financement, la subvention. Et ça, c'est y compris sur des choses comme voilà une halle industrielle, une gare, des choses qui en apparence sont anonymes, comme si l'art avait un pouvoir tout à fait attendu, hein, de sacralisation, d'incarnation, on va dire. Le patrimoine reste fondamentalement un domaine artistique, enfin en lien avec les arts. Dès qu'il s'agit de quelque chose de trop lié à la culture ordinaire, non pas l'État se retire, mais il est réticent à trop investir. Voilà. Donc dès qu'il peut confier une association, dès qu'il peut laisser parler la société civile, parce que fondamentalement le patrimoine reste avant tout le patrimoine des arts, au sens large du terme. Voilà. Et à chaque fois, il y a souvent derrière une valeur culturelle reconnue comme collective et devant être protégée, il y a en fait un critère artistique quel qu'il soit. Hein. Et c'est bien ça qui fait, à mon avis, et c'est cohérent avec le fait que l'histoire du patrimoine reste une histoire d'historien d'art et pas d'historien. Ce qu'on voit, là je vais parler plutôt du lycée et du collège, c'est l'introduction de l'histoire du temps présent dans les programmes un peu de collège et surtout de lycée. Et donc là on est en 82, on est au début des années 1980, donc c'est intéressant. On est vraiment dans une intégration d'une école historiographique et l'histoire du temps présent, qui est de plus en plus présente si je puis dire, avec un institut qui a été fondé en 78-79, et qui considère qu'en fait il faut absolument se pencher sur des événements extrêmement récents, et donc qui va se tourner évidemment surtout autour de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un petit peu au cours des années 80 sur la guerre d'Algérie. Et en fait, on a vraiment une intégration de ces thématiques-là dans les programmes scolaires, à la fois sur Vichy, sur la solution finale, sur la guerre d'Algérie, dès le début des années 1980. Et donc on est là dans un décalage entre le discours scolaire et le discours de l'État. Exemple, le terme même de guerre d'Algérie. Donc la guerre d'Algérie n'est absolument pas nommée par des représentants de l'exécutif, hein. On parle d'opérations de maintien de l'ordre ou d'événements, jusqu'en 99, jusqu'à la loi de 99 qui va reconnaître le terme de guerre d'Algérie, mais dans les manuels scolaires, on parle de guerre d'Algérie sans aucun problème. Ça s'impose complètement. Donc là, on a vraiment un décalage au niveau des institutions entre le discours scolaire et le discours de l'État. 7 années de guerre. 7 années d'une guerre à la fois pitoyable et impitoyable. La guerre d'Algérie a duré 2765 jours et 2765 nuits. On n'est pas dans un refoulement, non, on est plutôt à montrer dans certains manuels, par exemple la question de la torture, le livre d'Henri Allègre, La question, la censure de l'État sur ce livre. Bon, donc on est vraiment pas du tout dans
dans l'occultation en fait de la violence de la guerre d'Algérie du côté de la France. La deuxième chose, c'est qu'en fait on n'élude absolument pas la violence coloniale, contrairement à ce qu'on peut penser des fois. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1980, dans ces programmes scolaires, on voit justement cette exigence de vérité historique, et notamment avec la Seconde Guerre mondiale, et notamment avec la persécution des Juifs, et notamment avec la complicité de Vichy. Donc ça aussi, on peut le voir à travers les manuels, l'évolution des manuels en 82, 83, 84, où de plus en plus, on va effectivement intégrer la complicité de Vichy dans les persécutions antisémites. Et donc avec des extraits, là aussi, d'historiens, on va voir dans les manuels des extraits d'historiens, le livre de Paxton, il est cité, Marus aussi. Bon. Donc on a vraiment cette évolution extrêmement intéressante. Comme l'école introduit une histoire du temps présent, donc une histoire très présente de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, eh bien évidemment, on va voir l'intervention de témoins, l'intervention de personnes qui ont vécu cette période-là, qui se sont constituées en associations. Je pense notamment aux anciens combattants de la guerre d'Algérie, enfin les anciens appelés, la FNACA, une association comme la FNACA, qui vont vouloir peser sur l'écriture des programmes scolaires. Même chose du côté donc, de Vichy. On a vu que, par exemple, c'est quelqu'un comme Serge Klarsfeld, qui a une association à cette époque-là, les fils et les filles des déportés juifs de France, écrit directement aux éditeurs des manuels scolaires pour leur dire, voilà, écoutez, vous parlez de Vichy sans parler de solution finale, sans parler de complicité, sans parler des actes antisémites, c'est occulté, ça ne va pas, etc. Et on voit en fait les manuels scolaires se réécrire dans l'édition d'après et intégrer ces éléments-là. Donc, on a des groupes mémoriels ou des entrepreneurs de mémoire qui s'activent autour de la rédaction du discours scolaire à travers un peu les programmes, mais surtout à cette époque-là les manuels scolaires, et où on voit, et ça va être le cas jusqu'à aujourd'hui, où on voit effectivement l'écriture de l'histoire dans les programmes scolaires être de plus en plus sous surveillance. On a un récit national qui est pris en tenaille entre les narrations qui portent sur les victimes et l'hommage aux victimes, et de l'autre côté des narrations qui vont refuser les reconnaissances des violences, des victimes de par le passé, et qui vont donc plutôt se focaliser sur une histoire glorieuse avec des individus, plutôt de la période monarchique, et plutôt avec des références de racines chrétiennes, mais ce qui ne laisse pas de place, ou très peu de place en tout cas au niveau du pouvoir politique, à des commémorations d'événements, je dirais, républicains, démocratiques, et donc on en a eu un exemple très récent avec la Commune, qui n'a pas été commémorée par l'État. Donc on a eu plein de commémorations de la Commune, il y a eu plein de manifestations culturelles, artistiques, associatives, municipales, locales, dans certaines villes, pas dans toutes, mais dans certaines villes, mais l'État n'a pas commémoré la Commune comme il n'avait pas commémoré mai 68 en 2018. Alors quand je dis l'État, ben là ça correspond au mandat d'Emmanuel Macron. Mais on pourrait voir aussi ça dans les précédents mandats présidentiels. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement le déficit narratif, il se porte sur des événements qui ont construit du vivre ensemble, comme on dirait aujourd'hui, ou des biens communs, ou la construction des biens communs. La Commune, c'est une expérience politique extrêmement importante, qui met en place un certain nombre de droits qui ne sont pas forcément mis en place ensuite, mais qui sont repris, et donc qui sont vraiment de l'ordre de ce qu'on peut appeler des devenirs, en fait, en construction, ce que Ricoeur appelle des promesses inaccomplies du passé, c'est-à-dire on s'aperçoit que ce soit pour la Seconde République, c'est pareil, que ce soit donc la Commune, c'est pareil, que ce soit pour mai 68, c'est des expériences démocratiques qui ont été extrêmement importantes, en termes justement d'expérimentation, et qui ont posé les jalons en fait de progrès pour approfondir notre expérience démocratique. Et ça, c'est vraiment un récit pour moi qui n'est pas là. Et en fait, c'est le récit républicain. C'est vraiment le paradoxe de vivre dans des récits qui ne sont pas des récits proprement républicains. C'est-à-dire, il n'y a pas de récit républicain porté par l'État. Le récit républicain, il va être repris localement.
hein, par des institutions locales, par des associations, par des manifestations culturelles, par du cinéma. Ça peut être du cinéma aussi, hein, qui va raconter un événement. Bon. Mais ce récit qui est pour moi fondamental dans la République, qui est de dire qu'effectivement, il y a eu des événements qui se sont construits, dont on est issu et dont, à mon avis, on doit être dans une certaine dette. Et la dette, en fait, par rapport à ces événements d'expérience démocratique, elle est pas simplement, je me souviens, c'est de prolonger ce qui s'est passé. C'est vraiment de prendre sa part et de prolonger ce qui s'est passé, de le faire aboutir un peu plus loin, de faire aboutir ces droits-là pour les individus, pour les sociétés, pour la défense justement d'un certain nombre de droits. Et de les pousser, et c'est pour ça que je parle aujourd'hui d'un récit qui doit être écologique, enfin environnemental, c'est-à-dire bon ben voilà, ça fait partie justement d'une réélaboration d'un récit national qui est toujours vivant, toujours en vie et toujours porté justement sur des questions dites démocratiques, de participation en fait, de participation à la vie politique, et c'est ça qui me semble aussi le plus marquant dans ces récits nationaux, c'est l'absence en fait de la part de l'État d'un récit véritablement républicain. Hier, la notion de sanction n'a pas passée. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Des barricades? C'est la seule solution? C'est la seule solution. Alors vous gardez De Gaulle. Si vous gardez De Gaulle, vous ne changez rien du tout. C'est tout. Il va mettre le canuet, il va mettre la même équipe. Manque d'esprit démocratique pour les élections des assemblées générales. C'est honteux. Je pose la question, qui le pourrit? Parce que je vais te dire une chose qui est très simple. Toutes les grèves qui ont démarré ont été des grèves sauvages. Bon, ensuite, les syndicats se sont ralliés. Je ne mets pas en cause le rôle du syndicat. Je ne mets pas en cause le rôle du parti. Bien au contraire. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une évidence. Nous, sur les barricades, nous sommes arrivés à faire fléchir le pouvoir. Donc, nous sommes en position de force. Il faut voir aussi qu'il existe une autre possibilité que la voie des réformes et la voie des discussions et que la voie parlementaire. Il existe aussi une autre possibilité qui est celle de la rue. La rue, je ne sais pas comment qu'elle se fera. De toute façon, je ne crois pas qu'on arrive dans un mouvement révolutionnaire. Je suis allé voir des comités de grève et j'ai vu de quelle façon leurs patrons discutaient à l'heure actuelle avec les grévistes. Ils ont une hantise, ils ont la frousse. Et quand une personne a la frousse, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco. Parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Je suis d'accord avec ton analyse de classe, enfin, je suis d'accord pour une analyse de classe, hein, mais je ne la fais pas comme toi. Premièrement, tu opposes les barricades au réformisme. C'est beaucoup trop rapide. Deuxièmement, tu sembles dire que le mouvement étudiant était révolutionnaire, c'est-à-dire portait la révolution lui-même. Je dis non, il a montré quelque chose, mais il ne portait pas en lui la révolution.